Jean-Yves Delite, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution du dernier ouvrage dont vous êtes l'auteur, À bord des frégates, paru chez Glénat, qui est une maison d'édition dans laquelle vous êtes également le coordinateur et le créateur d'une collection, Les grandes batailles navales, ainsi que de portraits d'acteurs de ces batailles navales, en commençant par Blackbird, qui sera le premier des éléments. Alors j'aimerais qu'on aborde ensemble la manière dont cette collection est née, la manière dont vous travaillez, essayer de faire avec vous une sorte de masterclass de cette collection que je trouve personnellement tout à fait remarquable. Alors, première question, en quoi est-ce que l'histoire de la marine, l'histoire de la mer, nous permet de comprendre et de peut-être mieux appréhender l'histoire du monde de manière générale? Bonjour, tout d'abord. C'est parce que tout simplement, on l'oublie souvent, mais la mer fait partie de notre histoire depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Et les gens ne le savent peut-être pas ou n'ont peut-être pas tellement conscience plutôt, c'est que plus de 70% de la surface de notre charmante petite planète bleue est constituée par les mers et les océans. Que la marine a fait partie de notre histoire de manière intégrée, puisqu'elle a contribué au développement des sociétés et des civilisations. Elle a permis d'une manière dans l'Antiquité aux gens de se rencontrer et aussi malheureusement aussi de se faire la guerre, voire de simplement de découvrir d'autres civilisations qui peuplent la Terre. Et ça a surtout été vrai à partir du 15e et du 16e siècle avec Christophe Colomb que tout le monde connaît ou Magellan qui ont permis ces grandes découvertes. Donc la marine est intégrée à notre histoire. On ne peut pas l'ignorer, même encore aujourd'hui à l'heure de l'avion. Et les gens doivent le savoir, c'est que plus de 90%, 90% pour les amis français, des transports se fait par voie de mer. Donc, c'est important la marine, même si effectivement une grande partie de nous-mêmes sommes tournés tout simplement vers la terre. Alors, on a eu l'occasion déjà d'en parler un peu. La bande dessinée est un instrument de narration, principalement par la fiction. Ici, ce que vous avez conçu et réalisé, c'est une série de bandes dessinées qui sont documentaires, mais qui obligent malgré tout à devoir raconter l'histoire au plus près, et en particulier au plus près des hommes qui l'ont fait. Oui, bien sûr, parce que à partir du moment où vous faites une bande dessinée, vous devez avoir conscience de votre public, de vos lecteurs. Il n'est pas question de faire un documentaire, entre guillemets, simplement didactique. Il faut aussi donner de la vie aux personnages que vous créez. Il y a une partie de personnages qui sont bien sûr que vous ne pouvez pas échapper, comme Horatio Nelson. Quand vous parlez de la bataille de Trafalgar, vous ne pouvez pas passer outre ce personnage extraordinaire. Mais à côté de ça, il y a une multitude de personnages de gens de mer, comme on les appelle, de matelots, qui font partie des équipages et qui sont importants à connaître, qui permettent finalement d'avoir une approche humaine de la vie à bord d'un navire. Parce que bien sûr, quand on parle de bataille, on pense toujours au côté sanguinolent, aux gens qui s'éventrent, qui s'entretuent. Mais à côté de ça, il y a l'aspect humain, il y a la rencontre entre des hommes, entre des sociétés. Et tout ça est important de faire connaître au lecteur parce que ça nous permet aussi, enfin, en tant que moi, en tant que scénariste ou de dessinateur, de donner un aspect humain, de donner d'avoir cette approche humaine, tout simplement. Qu'est-ce qu'était un matelot au XVIIe siècle par rapport aux paysans de nos campagnes? Alors, j'imagine que vous avez maintenant une bibliothèque considérable de documentation, d'archives, mais j'aimerais savoir comment vous procédez. Est-ce que lorsque vous avez choisi avec l'éditeur de traiter de telle ou telle bataille, à ce moment-là, vous vous lancez dans un travail d'archiviste pour chercher l'anecdote ou bien plus vers un travail d'historien de l'authenticité, c'est-à-dire à vraiment rendre compte de tous les détails parce que, par exemple, le dessin des bateaux tel que vous les faites, c'est quelque chose qui nous fait penser parfois à ces tableaux du XVIIe, XVIIIe siècle, ces marines où on voit au détail près tout ce qui fait la vie d'un bateau, la vie d'un port, la vie d'une navigation. Alors, comment est-ce que vous procédez Prenons un exemple d'une bataille que je vous laisse choisir. Le principe, c'est qu'au départ, quand on a lancé la collection, comme je viens de le dire, il y a plus de 600 batailles qui sont répertoriées et même davantage. Donc, il faut faire un choix. Donc, le choix, bien sûr, comme tout choix, il y a une part d'arbitraire, une part de partialité, où on va essayer de traiter telle bataille plutôt que l'autre. Il y a certaines batailles, comme j'ai déjà cité, que Trafalgar, vous ne pouvez pas faire outre, parce qu'elles sont tellement connues que ce serait quand même malheureux de lancer une collection qui a ce thème générique des grandes batailles navales et de passer sous silence une des plus célèbres. Donc, il y a déjà un choix qui se fait au niveau des batailles, selon leur importance historique, et puis on essaie d'offrir un plus large panel au niveau des lecteurs.
au moment, à partir du moment où on définit une liste des batailles, et elle fluctue avec le temps, et bien sûr, il y a tout un travail de documentation. Parce que ça a beau être une bande dessinée, on a beau, certaines personnes encore beau qu'on considère la bande dessinée comme une œuvre un peu de vulgarisation ou un peu une lecture d'adolescent ou enfantin. Moi, je veux avant tout que la bande dessinée ait des véritables lettres de noblesse et soit prise au sérieux. Donc, effectivement, j'ai un travail d'archiviste, j'ai un travail de documentation. J'ai la chance, dans les grandes batailles navales, d'avoir le soutien du Musée de la Marine de Paris, enfin une institution française hautement réputée, qui me permet d'avoir accès à des archives, d'avoir accès à des fonds particuliers et finalement d'avoir toute une documentation très riche qui me donne, à un moment donné, quand il faut l'illustrer ou quand il faut raconter l'histoire, avoir une base authentique. Alors, bien sûr, quand j'évoque un personnage, un gabier qui est penché au haut d'une une et que je lui donne un patronyme imaginaire, il est imaginaire, le personnage, mais il est réaliste parce qu'il correspond au gabier, à la vie du gabier au XVIIe ou XVIIIe siècle. Donc, tout ça rend l'aventure palpitante, mais aussi réaliste. Quant au navire, bien sûr, là, je me dois de respecter l'architecture des vaisseaux. Les gens ont souvent cette image, quand on parle des vaisseaux du XVIIIe siècle en particulier, de considérer la marine de Louis XIV et celle de Louis XVI comme étant identiques. Après tout, les hommes avaient des perruques, portaient des bas et que sais-je encore, pour ne pas dire se maquillaient. Donc finalement, les vaisseaux, c'est la même chose. C'est du bois, c'est du chanvre, c'est des canons et c'est la même chose. Mais c'est un peu comme si je dirais aujourd'hui qu'une voiture en 1900 est la même qu'en l'an 2000. Après tout, elle a 4 roues, un moteur à explosion et des sièges. Or, entre un vaisseau de Louis XIV et celui de Louis XVI, il y a un monde de différence. Le vaisseau de Louis XVI s'est modernisé, a changé, son architecture a évolué. Et tout ça, je dois en tenir compte dans mes histoires et dans la façon de représenter les navires. Et ça, le musée de la Marine à Paris et d'autres documentations que j'ai personnelles m'aident à rendre le décor le plus réaliste possible. Il y a souvent, pour la bataille de la Houe que vous avez montrée, il y a une peinture extrêmement connue qui est du peintre Isabey. Et cette peinture, enfin pas la bataille de la Houe, excusez-moi, c'est moi qui me trompe, la bataille de Texel, qui fait partie d'ailleurs, avec le célèbre navigateur Jean Bart, qui fait partie de la collection. Et cette bataille de Texel a été illustrée par ce peintre Eugène Isabey, un peintre du 19e, de manière extraordinaire. Et cette bataille est reprise, cette peinture est reprise dans tous les livres qui traitent de la bataille. Pour moi, un exemple, une magnifique iconographie. Mais ce que les gens ne savent pas, et ce n'est pas une critique, mais c'est simplement un constat qu'il faut dresser, c'est que la peinture est totalement fausse. C'est-à-dire que les navires que nous montre le peintre Isabey correspondent aux navires du premier tiers du XVIIe. Or, la bataille de Texel se passe en 1694 pour les Français. Donc, presque 60 ans plus tard. Et donc, les navires ont évolué. Mais donc, tout ça, les gens doivent en prendre conscience. Et c'est à ça que je m'attache, surtout, c'est avoir ce côté réaliste dans la représentation. Alors, il y a le côté réaliste dans la représentation des bateaux, de l'architecture, mais il y a aussi une représentation réaliste de la vie au quotidien, notamment, enfin, dans certains des albums, je ne les ai pas tous lus, mais on voit la vie du port, la vie du chantier naval, on voit le quotidien presque des marins, y compris des marins les plus humbles comme le gabier ou comme le simple matelot. Alors là, c'est une autre source d'information qui doit vous nourrir. Bien sûr, parce que quand on s'intéresse à l'histoire, il n'y a pas que le livre sur la marine qui est important. Il faut s'intéresser à ce qu'était l'époque, à ce qu'étaient les sociétés, comment les sociétés vivaient à l'époque, comment la société était faite, parce que nos sociétés ont évolué. Aujourd'hui, des fois, quand on regarde notre histoire ou quand on critique l'histoire, on la regarde à l'aune de nos connaissances ou de notre société, de notre morale actuelle. Mais quand on se tourne vers l'histoire, le rapport entre les hommes n'était pas le même. On peut s'étonner de voir la place de la femme au XVIIe siècle, mais à l'époque, c'était une chose normale, comme la place de la religion était une chose tout à fait aussi importante. Donc, tout ça est une chose qu'il faut apporter, qu'il faut avoir la connaissance et qui nourrit évidemment l'histoire et le scénario que j'imagine pour une bataille ou l'autre, afin de rendre le portrait que je dresse d'une époque le plus réaliste possible. Et ça, je le retrouve avec des contacts avec d'autres historiens, avec des livres d'époque, avec de la documentation. Tout ça, on le recherche. Je ne me contente pas simplement d'aller voir dans le musée de la Marine les plans d'époque ou des gravures de Ozanne ou d'autres, ou de Bérin ou que sais-je encore, d'autres artistes de l'époque pour rendre le navire le plus réaliste possible. Je m'intéresse aussi à la société du XVIIe, à la société du XVIIIe, parce qu'elles ont évolué, parce que le rapport entre les hommes, les femmes, tout ça a évolué, le rapport à l'étranger a évolué. Mais j'essaie de représenter évidemment comment il était à l'époque. Il n'est pas question pour moi, quand je dresse un portrait d'un homme au XVIIIe siècle, qu'il considère l'esclavagisme comme une chose tout à fait horrible, alors qu'à l'époque, c'était quelque chose qui était dans la normalité du temps. Donc, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le cacher. Je sais qu'aujourd'hui, les bien-penseurs aiment bien dire que l'esclavagisme, c'est quelque chose de très laid. C'est laid, j'en conviens.
bien, mais au XVIIe siècle, au XIXe siècle, ça fait partie du commerce, c'était un commerce. Donc il faut le dire simplement, platement, mais il faut le dire. Alors, il y a aussi, lorsqu'on aborde des événements du passé par le biais du dessin, il y a aussi cette exigence du dessin que les détails doivent exister. On ne peut pas laisser, je dirais, dans le flou certains détails qui peuvent être des détails purement techniques, comme les écoutes, les équipements, etc., mais qui peuvent être aussi des détails de la vie du quotidien. Alors, est-ce que dans ce contexte-là, dans ces recherches-là, est-ce que la littérature, le roman ou les contes et nouvelles liées au monde de la marine et de la mer, et on sait qu'ils sont nombreux, le premier des romans du monde, finalement, c'est l'Odyssée, et donc c'est vraiment, on est dans le monde marin en partie. Alors, est-ce que la littérature vous aide pour trouver justement la manière dont le quotidien fonctionne? Oui, tout à fait. Ça fait partie des sources d'information. Alors, je ne prétends pas avoir tout lu parce qu'il y a tellement de choses sur la marine qui existent. Il y a des centaines et des milliers d'ouvrages qui existent. Donc, à un moment donné, il faut se montrer raisonnable dans la lecture où je passerai plus de temps à lire qu'à dessiner et à réaliser. Mais c'est vrai que je m'informe, j'essaie de retrouver des écrits de l'époque et que je dis des fois, des simples des échanges avec des historiens me permet de capter leur connaissance, entre guillemets, de m'approprier leur connaissance. J'ai eu un discours avec un historien qui s'appelle Patrick Villiers à un moment donné sur une question tout à fait bête. Ça concernait le fameux marin Jean Bart, et je sais que le marin Jean Bart, à une certaine date, a rendu visite au roi Louis XIV, et je posais la question, comment s'est-il rendu de Dunkerque à Paris? Les gens vont dire, pourquoi c'est... Mais comment? À pied, à cheval, à dos de mulet, dans un carrosse? Et donc, c'était cette question-là. C'était savoir, parce qu'aujourd'hui, on dirait, comment tu vas de Bruxelles à Paris? On dirait, tu prends le train, voir si tu veux faire un peu plus vite, tu prends l'avion, quoique le train, le TGV permet. Mais à l'époque, c'était des véritables questions. Et puis le temps, combien de temps il faut mettre entre Dunkerque et Paris? Est-ce qu'il le fait en un jour, en 2 jours, en 3 jours? On parle d'un temps où les gens se déplacent encore à pied, principalement, ou à dos de canasson. Donc, tout ça, c'est des questions qu'on pose et qui rend, évidemment, après c'est illustré, mais des fois, c'est illustré dans une simple case. Des fois, entre ce que cette anecdote, ça fait partie de la première page de l'album sur la bataille de Texel. C'est une demi-page. Donc, mais je voulais le savoir. Donc, c'est cette curiosité qui me permet de nourrir quelque part l'histoire en m'informant à travers soit des lectures, soit de témoignages d'autres personnes qui ont la connaissance et la compétence, pour me permettre vraiment de rendre un portrait le plus fidèle possible. Alors, vous avez évoqué la bataille de Texel avec Jean Bart, donc le corsaire bien connu dans le nord de la France, notamment à Dunkerque. Est-ce qu'il y a, à part Nelson, que vous avez évoqué aussi, d'autres figures qui vous ont frappé ou dont vous avez découvert en travaillant l'histoire et en travaillant le scénario, dont vous avez découvert qu'elles étaient particulièrement intéressantes ou inattendues, ou ce qu'on savait d'elles n'était pas tout à fait ce qui était la réalité. Et je pense en particulier à la bataille de Lépante et au personnage de Cervantes. Ça, c'est une découverte que je connaissais la bataille de Lépante pour l'avoir étudiée quand j'étais plus jeune dans les manuels scolaires ou des livres d'histoire. Et puis, à un moment donné, en s'informant, en faisant des recherches, effectivement, sur ce qu'était cette bataille de Lépante, l'importance, évidemment, qu'il y a fait entre la chrétienté et le monde musulman, enfin, à l'époque où ils étaient en guerre, c'était des guerres de religion, où en réalité, c'était des guerres de religion qui se jouaient. C'était pas vraiment la foi qui était en jeu. Les gens croyaient que c'est la foi, mais on se battait plutôt pour un monopole du commerce et des richesses qui venaient d'Orient, parce que c'était ça qui était le bassin méditerranéen, c'était un peu le passage obligé de toutes les richesses qui venaient d'Orient. Et donc, à un moment donné, c'est Venise, c'est la papauté, il voulait avoir la main mise dessus. Et j'ai découvert effectivement qu'un certain Cervantes, Don Quichotte, l'une de ses œuvres les plus connues, faisait partie d'un équipage, d'une des galères, et a donc connu cette bataille, a vécu cette bataille. Il avait même été blessé à la main gauche, si je me souviens sont bons. Et donc voilà. Donc il m'apparaissait important finalement de faire vivre la bataille de manière un peu romancée à travers son personnage, parce qu'on connaît très peu de choses. Certes, Cervantes a écrit quelques narrations brèves sur ce qu'il a vécu, mais ça fait partie quelque part, parce qu'il a même été prisonnier par la suite, ça fait partie aussi un peu de son aventure personnelle. Et donc on connaît un peu cette bataille, et ça m'amusait finalement de retranscrire l'histoire à travers son regard, en lui faisant comme compagnon d'armes des personnages qui avaient, comme par hasard, un peu la silhouette de Don Quichotte et celle de son serviteur Pancha. Donc voilà, c'était ça qui m'amusait de le faire. Enfin, c'est pas moi qui ai mis en image, c'est un dessinateur, Fabio, qui l'a mis en italien, qui a fait ça très bien. Et donc c'était ça qui m'intéressait, c'était d'avoir ce côté un peu anecdotique pour donner un côté un peu humain, en sachant que c'est une vérité historique. Cervantes a bien fait partie des équipages d'une galère chrétienne.
Alors, d'autres personnages, peut-être parce que celui-là, je vous l'ai imposé en quelque sorte. Est-ce que de votre côté, il y a des personnages qui vous sont apparus ou que vous aimeriez évoquer plus particulièrement? Il y en a un parce que c'est un personnage multitâche, c'est Bougainville. Tout le monde connaît Bougainville parce que finalement, il a fait avec sa fameuse frégate le tour de l'une des premières, enfin, pas une des premières, mais une circumnavigation, c'est-à-dire le tour du monde en navire. À l'époque, ça servait à quoi? C'était pas le plaisir de naviguer toute la terre, de faire des tours dans l'eau. Ça permettait de découvrir, de partir à la recherche de sociétés, mais surtout de faire des recherches, d'améliorer la cartographie du monde qui est encore imparfaite. Nous sommes au milieu du XVIIIe siècle. Et ça permettait aussi de trouver des nouvelles routes commerçantes pour faire ce qui était principalement un commerce très lucratif à l'époque, qui était entre l'Europe et l'Inde. Alors les Indes, on les appelle les Indes orientales, parce que c'est tout ce qui se trouve dans l'hémisphère à l'est. Et donc, c'est depuis la péninsule évidemment de l'Inde, mais ça va aussi en Indonésie jusqu'en Chine. Et donc, Bougainville a fait ce tour-là, mais c'est une découverte, c'est des choses que les gens ne savent pas. C'est comme si Bougainville a participé à des guerres. Ça a avant tout été un marin qui a participé à des guerres à bord de vaisseaux. Et donc, on le retrouve dans l'armée navale lors des guerres des Amériques, où il fait partie finalement de la bataille de Chesapeake. Et il a en charge une partie de l'escadre de cette armée navale. Et il va avoir même un comportement héroïque lors de la bataille. Enfin, héroïque, on va dire, bien que cette bataille, si je vous l'ai dit, c'est une escarmouche, mais quand même, il y a eu un beau comportement lors de cette bataille. Et les gens oublient, c'est que finalement, il va être anobli beaucoup plus tard, mais son anoblissement ne fera partie que sous Napoléon au début du 19e siècle, tout simplement. Et donc, c'est un personnage fantastique à découvrir, quoi. C'est des choses comme ça que vous découvrez quand vous dessinez, quand vous informez. Vous dites, ah, Bougainville, vous me connaissez comme navigateur, comme explorateur, mais il a aussi un passé guerrier au sens noble du terme. C'est aussi une des qualités de cette collection et qui est non seulement d'éveiller votre curiosité vers des personnages que vous ne connaîtriez pas, mais la démarche du lecteur est identique. On découvre à travers vous des portes aussi pour aller vers d'autres recherches ou d'autres curiosités, ce qui est vraiment un des rôles formidables de cette collection. Alors, si vous voulez bien, pour terminer cet entretien, on va parler de la dernière collection qui vient de démarrer abordé avec les frégates. Et là, peut-être que vous pourriez évoquer un peu comment cette démarche-là se fait, qui est plus une démarche, je dirais, didactique que narrative, mais qui vous permet alors, j'imagine, de vous faire plaisir en choisissant des bateaux comme l'Hermione ou comme la Méduse, pour raconter justement les histoires dont elles sont ces frégates à l'origine. Oui, parce que dans les grandes batailles navales, le rôle principal est tenu par les hommes, tout simplement. Le navire apparaît dans le décor. Or, moi, mon plaisir, c'est de dessiner les navires. Avant tout, je trouve que c'est des merveilleuses machines. Et donc, quelque part, j'avais cette frustration de ne pas pouvoir trop en dire, au risque, quelque part, d'ennuyer un peu à expliquer les manipulations, la construction des navires. Donc, finalement, il apparaît comme un élément de décor, le navire, mais on en dit très peu. Enfin, on en dit un minimum. Par contre, avec cette collection que j'ai lancée aussi aux éditions Glénat, à 4 mains, je précise, avec Jean-Benoît Héron, qui est un confrère, un illustrateur et un conteur comme moi. Donc, nous sommes à 4 mains, autant pour le dessin que pour le texte. On a eu envie de raconter l'histoire des navires, tout simplement, de ce que sont ces machines extraordinaires qui ont permis à l'homme de naviguer, d'explorer le monde. On a commencé par les frégates, ça va suivre, il y aura les sous-marins, il y aura les galères, et ainsi de suite, toutes des générations. Et ce qui est important pour nous, c'est de rendre un discours didactique, mais suffisamment complexe ou suffisamment complet pour que l'amateur éclairé ou le professionnel n'ait pas l'impression de s'ennuyer, mais suffisamment vulgarisé pour que le néophyte comprenne ce qu'on lui raconte. Parce que quand vous parlez de herpe, de dauphin, d'écubier, de bama, de une, le néophyte va dire, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que vous racontez là? C'est quoi ces mots? Pour les gens, quand on dit le gréement d'un navire, on dit toujours, à bord d'un navire, il n'y a aucune corde, du moins il n'y en a que deux. Celle qui du bâton de la cloche, celle pour prendre le mécréant. Dans la réalité, c'est vrai et c'est faux, parce que finalement, le gréement d'un navire n'est constitué que de cordes de cordage. Sauf ce que les gens ignorent souvent, c'est qu'à bord d'un navire, chaque corde, chaque cordage a un nom spécifique selon son usage. C'est ce qui fait dire finalement qu'il n'y a pas de corde à bord d'un navire. Et donc tout ça est important à expliquer. Et le rôle intéressant dans ces livres, c'est finalement de joindre le vocabulaire spécifique au dessin. Et on prend un écubier, mais il n'est pas besoin de commencer à mettre des mots les uns à côté des autres pour expliquer ce qu'est un écubier. C'est par où passe le câble de l'encre, tout simplement à travers la coque, pour les gens qui ne le sauraient pas. Et bien, tout simplement, il suffit de le dessiner. Donc on le dessine,
Et on a le texte d'à côté, la personne, quand il le lit, il se réfère au dessin et il a directement l'explication. Et comme ce sont des livres un peu qui se veulent historiques, puisqu'on raconte les frégates, c'est un peu l'histoire de toutes les frégates à voile, dans la marine à voile, parce que le mot frégate, on pense aujourd'hui dans les navires de guerre, mais les gens ne le savent peut-être pas, c'est que la frégate apparaît, on va dire, dans les marines plus ou moins au milieu du XVIIe siècle, et puis elle va disparaître à la fin du XIXe, quand la marine va se moderniser avec la vapeur, le métal, etc. Et le mot de frégate va tomber en désuétude et ne va réapparaître dans les marines que bien plus tard, lors de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, à un moment donné, ces frégates, ces marines à voile, ben, il est important de raconter leur histoire, de permettre aux gens de voir toute la complexité de ces navires qui ont évolué avec le temps et de faire rêver. Alors, on aurait pu effectivement, Jean-Benoît et moi, se contenter de faire belle histoire par le texte, et puis d'aller chercher toutes les images qui existent, l'iconographie qui existe des différentes époques, et puis de les placer comme dans beaucoup de livres d'historiens. Mais comme finalement on nous accorde un certain talent pour le dessiner, on a décidé aussi de l'illustrer nous-mêmes. Et donc, il y a le texte on a fait une narration précise, et puis on en fait par le dessin, et ça nous permet finalement de bien faire jongler texte et dessin pour donner au lecteur un plaisir de lecture, finalement, quand ils vont aller dans des grands rassemblements qui ont un certain succès populaire, les rassemblements de navires de vieux gréement, eh ben, ils prennent le livre sous le bras et puis ils savent effectivement de quoi on leur parle. Parce que c'est vrai que les gens ne savent pas, vous parlez de l'Hermione, c'est magnifique frégate, et tous les gens, quand ils vont visiter cette réplique qui était faite à Rochefort, les gens sont émerveillés devant cette cathédrale de chanvre et de bois, mais ils n'ont pas vraiment la connaissance de ce qu'était une frégate à l'époque. Parce que finalement, ils voient quoi? Ils voient un navire avec 20, 30, 40 hommes d'équipage qui prennent le large. Donc, ils disent finalement, OK, c'est un navire il y a une trentaine, une dizaine de gus à bord qui naviguent. Et puis finalement, la construction, par contre, c'est vrai que la construction a duré plusieurs années. Donc, construire une frégate, ça prend plusieurs années. Mais tout est faux. Parce que finalement, c'est l'image actuelle qu'on donne dans la réplique. On l'explique dans le livre. Un navire de guerre, c'était une année de construction tout au plus. Quant à l'équipage, ce n'était pas 20, 30, 40, 50 personnes, c'était 300 personnes en minimum, parce qu'il y a tout à y faire, parce que c'est un navire de guerre, il est 24 heures sur 24 en alerte. Donc tout ça, on l'explique par le livre, et ça permet aux gens finalement de s'approprier, quand ils vont au bord de la réplique, de mieux comprendre ce que c'était. Parce que finalement, quand vous allez visiter une réplique, que vous êtes à 10, 15, 20, 30, 40 personnes à bord, vous avez l'impression d'être un peu confiné et se dire, bon, ça va. Puis c'est vrai que c'est entre le faux pont et le pont de batterie, c'est vrai que le plafond, comme on dit, il est assez bas. Mais il faut se rendre compte qu'en réalité, ils n'étaient pas 20, 30, 40, ils étaient 300 à vivre à bord en permanence. Et on ne parle même pas des odeurs, de l'hygiène, etc. Donc, tout ça le livre permet finalement de donner indirectement une image plus vraie de ce qu'étaient les frégates. En l'occurrence, le prochain ouvrage, c'est sur les sous-marins, c'est la même chose. On essaie de faire ce même travail d'historien et de vulgarisation au sens noble du terme de ce qu'est la marine. C'est formidable. Alors, quelques mots encore sur la dernière collection en date, je crois, qui est la plus récente, sur, cette fois-ci, non plus les bateaux, non plus les histoires, mais les personnages qui ont fait ces histoires, en commençant par Blackbird. Alors, d'où vous est venue l'idée de vous lancer dans cette autre aventure encore? Mais là, c'est un plaisir personnel. C'est-à-dire que quand on parle des gens de la mer, en particulier Blackbird, c'est Barbe Noire, c'est le pirate Barbe Noire. Quand on parle de piraterie, par exemple, à bord ou des corsaires, les gens pensent que corsaire et pirate, c'est la même chose. Or, là, le corsaire est dans la légalité et c'est un homme qui, bien sûr, travaille pour une nation, pour un pays. Il n'est pas question pour lui d'attaquer n'importe comment et n'importe qui un navire de commerce, parce que le corsaire s'attaque principalement au commerce pour nuire à l'État avec lequel il est en guerre. Tout ça est régi par des lois très précises et au risque sinon d'être considéré comme un pirate. Et donc, pirate, ça veut dire hors la loi, donc ça veut dire la peine de mort à l'époque. Et par contre, à côté de ça, il y a le monde de la piraterie qui fait rêver. Et c'est vrai que Hollywood, entre autres, cette dernière année, en donne une image assez folklorique de ce qu'était le pirate. Je veux dire, il suffit de voir certains films qui ont eu des succès au cinéma pour s'en rendre compte. On a cette image un peu folle. Et ça m'intéressait de me plonger dans l'histoire des pirates, en commençant par un des plus célèbres, qui est Barbe Noire, pour savoir qui il est vraiment, qui est ce personnage, qu'est-ce qu'il a fait dans la marine. Et on se rend compte d'une chose dans notre histoire, c'est que autant aujourd'hui, grâce à la vidéo, grâce au numérique, grâce à l'audio, grâce à la photographie, on a un reflet exact de notre société. Demain, dans un siècle, dans 2 siècles, quand les historiens vont se tourner sur ce qu'était notre civilisation au XXIe siècle, ben, ils n'ont pas grand-chose à faire. Il suffit de 2 clics sur Internet, si ça existe encore ou si ça a évolué, et ils auront toute la documentation la plus complexe qui va défiler, avec des audios, avec des vidéos, avec tout. Il n'y aura même pas question de dire que tel personnage ressemblait à ça ou ça, on l'imaginer. Il y aura sa photo en noir et en couleur, et même qui bougera dans les vidéos. Donc, il n'y aura même pas besoin on ne pourra même pas la critiquer. Mais au XVIIe siècle, puisque Barbe Noire est la fin du XVIIe, début du XVIIIe, il n'y a rien. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de dessin. Il n'y a pas je veux dire, le témoignage, c'est oral.
le fameux Barbe Noire s'appelait Edward Teach, mais il faut voir comment son nom est écrit. Il prend différentes orthographes parce que c'est de l'anglais. Mais alors le français qui dit de l'anglais, je vous imagine déjà le vrai français de l'époque parlant anglais, c'est déjà assez cocasse. Et donc finalement, c'est des transmissions. C'est l'homme qui a vu l'ours, mais en plus on dit mal son nom. Donc on ne sait pas très bien qui est ce Edward Teach qui se fait appeler Barbe Noire. Et donc tout ça, ça me plaisait de rentrer dans cette histoire. Alors je ne dis pas que ma version de Blackbird est juste, parce que quelque part aussi, elle se base sur les témoignages de l'époque, mais j'essaie de donner une vision plus réaliste de ce qu'était le pirate. Le pirate, c'est un informant, bien sûr, c'est un criminel, entre guillemets, qui parcourt les mers pour s'approprier, mais ce n'est pas comme on voit dans les films de Walt Disney, enfin, sans critiquer Walt Disney, parce qu'il offre aussi un spectacle qui peut émerveiller, mais c'est comme dans les films hollywoodiens, ce n'est pas le pirate qui a à bord de son petit vaisseau qui va attaquer la forteresse, qui était un vaisseau de ligne, en tirant 2 coups de canon par son abordage. C'est l'image un peu romanesque de ce qu'était le pirate. Le pirate n'était pas un fou. C'est comme si demain, vous allez au lance-pierre attaquer un char d'assaut. Personne n'aurait l'idée d'attaquer un char d'assaut avec un lance-pierre. Donc le pirate, c'est la même chose. Le pirate, qu'est-ce qu'il attendait? Il attaquait tout ça, principalement le petit marchand, le petit commerçant, le petit navire de commerce, quand il faisait relâche dans une baie pour faire un peu d'eau, que son équipage était un peu endormi. On venait un peu comme le furet ou le renard dans le poulailler, on venait se saisir et on partait avec la marchandise. C'était ça le vrai pirate de l'époque. Et tout ça, je le raconte à travers l'épopée de Blackbird, en espérant peut-être qu'il y aura après ça d'autres personnages qui viendront se joindre à la galerie. Ils ne sont pas encore prévus. Oui, il y en a. Oui, si, c'est-à-dire si. Alors, en tant qu'auteur, ça s'empile, les idées s'empilent, mais Blackbird, il y aura 2 tomes, et puis après, avec l'éditeur, on a dit qu'est-ce qu'on va faire, on discute. Alors, il faut savoir que les projets, j'ai quand même quelques projets sur la table, ce qui fait qu'avec l'éditeur, on parle, etc. Et puis à un moment donné, oui, mais tu fais ça maintenant, puis on fait ça plus tard. Mais c'est vrai qu'on a décidé, finalement, c'est une idée de faire des portraits comme ça de marins, pas nécessairement de pirates, Blackbird, parce qu'il y a un côté un peu fantastique qui est plaisant, mais peut-être qu'il y aura d'autres personnages célèbres. Alors, je vais éviter évidemment les Horatio Nelson, des choses comme ça, parce qu'il y a un côté tellement établi de ce qu'est le portrait que je ne vais rien apporter. Je préfère me m'initier dans des personnages qui sont, ou du moins il y a une fausse image de personnages, comme Blackbird, ou comme d'autres personnages qui sont moins connus, ou du moins la littérature n'a pas donné peut-être le vrai visage. Il y a tellement de choses à raconter sur les marins, surtout du passé, que la tâche est encore grande. Très bien. Écoutez, je vous propose qu'on interrompe ici cet entretien, mais nous reverrons, si je peux me permettre, avec grand plaisir, d'autant plus que maintenant, je vais vous laisser retourner à votre table à dessin, parce qu'avec tous les chantiers que vous avez ouverts, je pense qu'il faut aussi vous laisser un peu travailler. Merci en tout cas, Jean-Yves Delitte, pour cet entretien, et puis surtout pour ces collections qui sont passionnantes, qui sont de vraies ouvertures ludiques sur l'histoire, sur les histoires de l'histoire, et sur une manière de raconter qui est un vrai plaisir. Je dirais d'autant plus en ces périodes de confinement où on a, je pense, vraiment besoin de pouvoir se plonger, comme je l'ai fait tout ce week-end, dans vos livres. Voilà, merci beaucoup Jean-Yves Delitte, et à très bientôt pour une prochaine aventure en mer.